Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal de Calédonia du mercredi 28 août. Nous sommes en direct tout de suite. Voici les titres. La SIC, la Société immobilière calédonienne, se trouve dans une situation critique. Depuis le début de la crise, c'est près de 25 millions de francs d'impayés par mois, une aide au logement qui n'est plus versée et des logements vacants qui se multiplient. Elle interpelle les pouvoirs publics sur l'urgence de sa situation. Le Palika a tenu une réunion publique ce matin à Poindimié. Les habitants ont pu échanger face à la complexité de se déplacer librement devant la mobilisation. Et le parti a rappelé combien il était urgent de trouver un accord, tout en soulignant plus tard dans la matinée que l'Uni-Palika ne participerait pas au congrès du FLNKS qui doit se tenir ce week-end à Koumak. Les détails dans un instant. Mobilisation également, mais cette fois-ci au pied de l'usine KNS. L'USTKE a organisé un barbecue partagé pour remercier et encourager toutes les parties prenantes de l'usine du Nord. Nous y étions. Et ce soir, nous recevons Anne-Gabrielle Gabellil, directrice adjointe de la police nationale. L'occasion pour nous de revenir sur les effectifs déployés de la police nationale dans Nouméa depuis le 13 mai, les opérations qu'ils ont menées jusqu'ici et celles qui restent à réaliser. Nous serons ensemble dans un instant. La direction de la SIC, Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, a alerté à la situation critique dans laquelle se trouve l'entreprise lors d'une conférence de presse ce matin. Cette dernière a annoncé la mise en place d'un plan de redressement économique drastique et attend une réponse claire des pouvoirs publics. Des précisions avec Maëlys Vézir. La SIC, Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, a dressé un constat alarmant ce matin en conférence de presse. Le principal bailleur du pays fait face à une hausse des impayés de la part de ses locataires depuis le 13 mai dernier. Si en 2023, le montant moyen des impayés s'élevait déjà à 270 millions de francs, les projections pour 2024 annoncent plus de 700 millions de francs de manque à gagner. S'ajoute à cela l'aide au logement qui n'est plus versée par le gouvernement, dont dépendent près de 3000 familles. On n'a pas reçu ce que nous devions recevoir en août 2024 et on n'a pas encore de retour officiel sur l'aide au logement pour les prochains mois. Si les pertes enregistrées se confirment et s'aggravent, on court la cessation de paiement à la fin de l'année ou au début de l'année 2025. Ça veut dire aussi la liquidation de la société. Donc bien évidemment, nos emplois sont aussi menacés du fait qu'on ne perçoit pas les loyers. Conséquence, la SIC prévoit d'annuler ou de repousser ses principaux chantiers prévus dans les prochains mois et de rééchelonner ses prêts auprès des banques. On parle déjà pour l'année 2024, qui est celle qui nous concerne tout de suite, de 3 milliards d'économies sur les 6 prochains mois, qui touche à la fois le report d'investissement qualifié de non essentiel, puisque je rappelle, la priorité pour la SIC aujourd'hui, c'est d'assurer les missions essentielles que sont celles de l'hygiène et de la sécurité, et c'est aussi les économies liées à nos charges, puisque ça, c'est un pilier qui est à notre main aujourd'hui et qu'il faut nécessairement activer. On l'active parce qu'on espère, et on achète du temps en faisant ça, que dans un futur assez proche, des solutions puissent être trouvées sur les réformes structurelles qu'on appelle tous de nos voeux dans le secteur du logement en Calédonie. Des réformes structurelles qui ne pourront se faire sans un appui politique, a insisté la direction, qui attend maintenant une réponse claire du gouvernement. On attend que les réformes qui doivent être engagées depuis plus de 25 ans soient réalisées tout simplement. Aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas dans comment on doit gouverner les différents outils du logement social, mais c'est plutôt comment on assure un financement pérenne du logement social en Nouvelle-Calédonie. Et les solutions, elles existent sur la création d'un fonds de garantie des impayés et sur un fonds de reconstruction des infrastructures en Calédonie. Pour rappel, la SIC gère au total 11 296 logements où sont hébergées 27 000 personnes, soit un Calédonien sur 10. Politique en bref, Vaimoa Mouliava vient de démissionner du gouvernement. Le président de l'éveil ossanien Milakulo Tuku Mouli vient de le confirmer auprès de nos confrères de NC La Première. Cette démission intervient alors que le président et les instances du Congrès doivent être renouvelées demain et que Louis Mapou, président du gouvernement, est en déplacement au Forum des îles du Pacifique au Tonga. En bref, toujours économie et plan de sauvegarde. Au Congrès ce matin, la résolution proposée par Calédonie Ensemble demandant à l'État de financer un plan de reconstruction quinquennal à hauteur de 500 milliards a été adoptée.
Les élus des groupes loyalistes Rassemblement LR, UCF, LNKS et Nationalistes et Éveil Océanien ont voté pour le groupe pour. Quant au groupe uni, s'est abstenu de manière positive, selon Calédonie Ensemble. Toujours selon le parti, il reste à constituer le mois prochain le comité interinstitutionnel et la commission qui ira porter ce plan auprès de l'État. Allons du côté de la côte Est. Les discours des sympathisants du Palika ont été sans détour ce matin à Poindimié. Le comité régional s'est exprimé sur la situation de plus en plus difficile à Poindimié. Outre les problèmes engendrés par la mobilisation rendant la circulation compliquée, le bureau politique du parti a réaffirmé l'urgence pour le pays de trouver un accord. Les détails de cette rencontre avec Aurélie Chiron. Nous, qu'on appelle les victimes de l'histoire, nous ne sommes plus victimes de l'histoire, puisque nous sommes d'accord, nous adhérons au projet qu'Indépendantistes propose à tout le monde. Le Palika le rappelle, le projet de société indépendantiste n'exclut personne. C'est autour d'un discours rassembleur que le comité régional de Poindimié mène ses interventions ce matin. Situation actuelle du pays, acquis des accords ou encore perspectives d'avenir, des sujets abordés pour ce meeting. En ce moment, la population est prise en otage. Et puis il y a aussi cette peur. Et quand on voit que les choses ne s'améliorent pas, on se demande pourquoi. On fait à qui? La mobilisation au départ, c'était contre l'État. Mais pas contre nous, les citoyens de ce pays. Parce que ça m'est arrivé d'arriver sur un barrage, qu'on me bloque avec des armes à la main, qu'on me dit descends de la voiture, toi, ta femme et ta gosse. Non, moi c'est pas comme ça que je construis ma commune, c'est pas comme ça que je construis mon pays. Rassemblés au centre du village, les citoyens sont invités à s'exprimer. Pour nombreux d'entre eux, la difficulté de circuler crée une ambiance délétère sur la commune. Le comité régional tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités coutumières à prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas que c'est l'État qui vienne nous régler les problèmes. C'est nous, entre nous, Kanak, parce que c'est nous qui avons une responsabilité. Et je pense qu'il faut que les autorités coutumières de l'endroit où ils sont, ça aide de prendre leurs responsabilités, de dire non. Il faut lever tout ça pour que qu'on appelle les gens de la population de Poindimié ne soient pas pénalisés. C'est qu'aujourd'hui, on a le problème de nos politiques qui n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir se mettre d'accord sur un projet, sur le grand projet de la Nouvelle-Calédonie. Présent pour cette réunion publique, le bureau politique du Palika s'est exprimé sur l'importance de trouver un accord politique qui semble s'éloigner, car alors que le congrès du FLNKS se prépare, le Palika et l'UPM pourraient ne pas assister aux discussions. Et justement, à l'issue de ce reportage tourné ce matin, nous avons appris que le groupe Palika ne participerait pas au congrès du FLNKS prévu à Pagou, à Koumak, ce week-end, tout comme l'UPM, qui par voie de communiqué rappelle, je cite, qu'il déplore l'absence de débat sur la stratégie de fond à poursuivre et que les conditions de sécurité et de circulation préalables à un débat apaisé au sein du FLNKS ne sont toujours pas réunies aujourd'hui. Direction la côte ouest, l'USTKE s'est mobilisé aujourd'hui à l'entrée du site industriel de KNS en faisant un barbecue partagé avec toutes les parties prenantes de l'usine du Nord pour les remercier et les encourager pour la suite à donner au projet. Anissa Toussi. C'est la dernière semaine sur site pour les 1200 salariés de KNS avant leur licenciement collectif pour motif économique. Pour les remercier du travail fourni, l'USTKE a organisé un barbecue familial à l'entrée du site industriel. Sont conviés également la province Nord, la direction de Kougnambo-Nickel, la SMSP, les coutumiers, les maires de la zone Vauconé-Pointe-Bout et le député de la seconde circonscription. L'USTKE, dès les premières mobilisations sur l'accord de Bercy de 1996 à 1997 et dans les années 2000, nous avons été sur le terrain pour défendre justement l'accord de Bercy pour que naisse cette usine du Nord. Il faut savoir aussi que c'est une revendication politique. C'est un outil de rééquilibrage et donc le CKE a été aussi dans les prémices de ce combat pour que sorte cette usine. Donc ce n'est pas facile aujourd'hui. Malgré cela, il faut garder espoir. Voilà. Pour les coutumiers, il est plus que jamais important de rester solidaire face à la situation.
La solidarité, elle doit se faire à tous les niveaux, hein, sur le plan institutionnel, comme sur le plan politique, comme sur le plan économique et sur le plan coutumier aussi. Et que voilà, on ne peut pas se faire l'économie de se dire qu'on va laisser chacun un peu dans son coin gérer à sa façon. Non, à un moment donné, c'est d'avoir le même niveau d'information partout, puis qu'on soit solidaire dans ce qui se passe actuellement. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas entre les mains ni même des institutions comme de l'industriel. Solidaire également du projet de l'usine du Nord, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, s'engage à porter le dossier Koniombo-Nickel à l'Assemblée nationale. En tant que parlementaire, on a la possibilité d'activer des leviers, mais voilà, les responsabilités, elles sont bien prises en compte sur les négociations avec le cabinet d'affaires qui est partenaire de KNS, sur les responsabilités de la province et puis du gouvernement. Mais voilà, nous, c'est plutôt, en tant que parlementaire, organiser les réseaux et puis que ce soit bien pris en compte. Dans la suite, dans la perspective que nous, on veut donner du projet d'émancipation, c'est que ce projet-là, il soit aussi valeur d'exemple. Mais on sent bien le parti pris, ce que moi je constate de manière très factuelle, que KNS n'a bénéficié d'aucun soutien sec. Et qu'à chaque fois, on a demandé pour la discussion qui concerne le soutien de KNS à Glencore de 1 pour 1. Alors que sur les 2 projets du Sud, SLN d'Onyambo et Prony, on n'a pas eu cette même appréciation d'acte. Pour nous, en tant qu'indépendantistes, c'est là où nous, on a un rôle à jouer, et puis encore plus quand on est parlementaire calédonien, de faire valoir la responsabilité de l'État dans l'impartialité du traitement qui est affecté au soutien des usines. À compter de ce dimanche, l'usine du Nord entrera en veille froide. 200 salariés resteront sur site jusqu'au 31 octobre. Puis 50 d'entre eux seront maintenus jusqu'à la fin de l'année. Il est temps à présent de nous entretenir avec notre invitée en duplex depuis nos locaux de Nouméa, Madame Anne-Gabrielle Gaibelil, directrice adjointe de la police nationale. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir et merci de cette invitation. Alors ensemble, faisons un point de situation sur la police nationale en place depuis le 13 mai. À bientôt 4 mois du début des émeutes, la tension est redescendue d'un cran à Nouméa. Alors ces jours-ci, quelles sont les missions de la police ? Alors la police continue tous les jours à sécuriser les quartiers de Nouméa. Donc on a une présence statique dans tous les quartiers les plus sensibles de Nouméa qui ont été le plus touchés par les émeutes. On a aussi des opérations de sécurisation. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de dégradations qui ont été commises. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons sécurisé la société Lefroy. Nous sécurisons aussi les immeubles qui ont été détruits. Nous sécurisons la rentrée scolaire, les établissements. Mais également, nous accompagnons tous les enquêteurs pour des opérations d'interpellation. Donc, la police est encore très présente, très présente, très sollicitée et répond à toutes les demandes qui sont les siennes. Disons que vous êtes en nombre conséquent et que les exactions ont diminué. Alors, finalement, vous nous avez énoncé quelques zones d'opération, mais où les concentrez-vous essentiellement, vu que vous êtes nombreux ? Alors, les quartiers les plus sensibles restent ceux qui sont plutôt situés dans le nord, les quartiers de Caméré, de Ducos, qui ont été très dégradés, de Moravel, mais également de Rivière-Salée. On est également très présent dans certains quartiers du sud, à Tuban, dans les tours de Magenta, et on sécurise l'ensemble de la commune de Nouméa. Notre objectif, c'est qu'on retrouve désormais une vie normale. Il faut savoir qu'on est encore confronté actuellement à quelques incidents, qu'il faut qu'on soit très vigilant. La nuit notamment, on a encore quelques caillassages. Il y a encore des incendies qui sont mis sur la voie publique. Alors on intervient très vite parce que désormais les axes sont libres. Mais tout cela demande du travail et demande des policiers sur le terrain. Donc on reste très présent et les renforts qui ont été envoyés sont encore nécessaires pour assurer la sécurité à Nouméa. On y vient, le président Macron l'avait annoncé juste après les Jeux Olympiques, des renforts supplémentaires qui allaient arriver. Le sont-ils ? Et quelles vont être leurs missions en complément de celles déjà sur place ? Alors, pour l'instant, les renforts supplémentaires ne sont pas arrivés, mais on a un très haut niveau de renfort. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de forces mobiles sur le territoire, qu'il n'y a eu aucune diminution jusqu'à présent, et il y aura des renforts supplémentaires qui arriveront à l'approche du 24 septembre. L'idée, c'est que toutes les prochaines échéances où des troubles pourraient avoir lieu, on puisse être en mesure d'y répondre, c'est-à-dire être efficace et réussir à intervenir dans tous les quartiers rapidement, libérer les axes et sécuriser tout le monde. Vous l'avez un peu évoqué, les établissements scolaires ont rouvert, notamment à Tuban, un quartier en situation difficile depuis le 13 mai. Comment vous êtes pris finalement pour sécuriser la zone ?
Alors, on est intervenu de façon progressive. Les établissements ont réouvert les uns après les autres. Il y a des dispositifs de sécurisation qui ont été mis en place à l'entrée des établissements scolaires, à la sortie également. Tuban a été pour nous un point essentiel parce qu'il y a une réouverture courant juillet qui n'a pas pu arriver à son terme parce qu'il y a eu des interpellations et l'intervention de policiers qui nous ont contraints à refermer cet établissement. Là, il était réouvert suite à la rentrée du mois d'août. Et pour l'instant, nous sommes satisfaits. Ça demande une présence très, très forte des policiers. En effet, il y a encore des moments d'adversité, mais on reste présent. La première semaine s'est très bien passée et on va continuer dans les jours qui viennent à renforcer notre présence pour être sûr que les élèves puissent étudier normalement et dans des bonnes conditions de sécurité. Une question à présent assez sensible, hein. Les voisins vigilants se sont organisés pour se protéger dès le début des émeutes. Ils sont parfois armés et continuent aujourd'hui d'entraver la circulation. Quelle est la position de la police par rapport à cette activité ? Alors en préambule, je rappelle que tous les barrages qui sont mis de voisins vigilants n'ont créé aucun trouble et ne sont pas à l'origine des troubles. Ils se sont mis en place pour se protéger, pour protéger leur maison, pour protéger les habitants. Désormais, et depuis bientôt 2 ou 3 semaines, nous faisons une démarche pour les convaincre qu'il est temps de lever ces barrages, en tout cas de permettre la libre circulation partout. C'est le rôle de la police d'assurer la sécurité. Il faut qu'on puisse le faire, mais on le fait avec eux, on le fait en discutant avec eux et on essaye de mettre en œuvre les moyens leur permettant d'avoir confiance, une fois de plus, dans leur police. Donc certes, désormais, la situation est plus saine et il faut faire confiance à la police, mais on sait qu'il y a encore des incidents, donc on prend notre temps et on prendra tout le temps nécessaire pour pouvoir le faire en collaboration avec la population. On vous suivra de près alors. Merci Madame Anne-Gabrielle Gué-Bellil, directrice adjointe de la police nationale. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. Le Forum des îles du Pacifique s'est ouvert donc au royaume de Tonga lundi. Le président du gouvernement, Louis Mapou, y représente la Nouvelle-Calédonie avec l'ambassadrice de France, Véronique Roger-Lacan. Hier, il a acté la venue d'une mission des leaders du Pacifique au pays dès le mois d'octobre. Mike Léral, journaliste pour notre partenaire polynésien TNTV, était sur place. Comment apaiser les tensions en Calédonie et comment aider la population ? Pour le savoir, les leaders du Pacifique veulent conduire une mission d'information sur le Caillou. La France avait donné son accord à condition qu'il ne s'agisse pas de médiation, mais seulement d'évaluer les problèmes socio-économiques qui secouent l'archipel depuis le mois de mai. L'État avait décidé d'organiser sans en parler à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de ça qu'il s'est agi et c'est pour ça que le Forum des îles du Pacifique a décidé de demander le report. C'est un territoire, une collectivité française et donc c'est la France qui a encore, et c'est sanctuarisé dans les accords de Nouméa, la compétence régalienne des affaires étrangères et de la sécurité sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, qui est donc le territoire français. Et donc c'est la France, c'est l'État français qui doit décider. L'ambassadrice pour le Pacifique rappelle aussi que si Louis Mapou est un élu indépendantiste, il dirige maintenant un gouvernement collégial et doit représenter toutes les sensibilités de la population. Louis Mapou a expliqué son refus de la mission devant le Forum. Pour lui, la France ne doit pas encadrer ce déplacement. Ces explications semblent avoir convaincu et la mission devrait se tenir en octobre sans intervention extérieure. C'était justement la raison du refus de cette mission dans son premier temps, puisque la manière dont elle était organisée a semblé trop dirigée par le camp indépendantiste. Donc il faut espérer que l'État français entendra ce message et qu'ils auront toute l'attitude finalement de mener cette mission. Alors évidemment dans la contrainte de la sécurité nécessaire pour ces personnalités de premier plan, mais il faut que cette mission puisse opérer librement. Il y a simplement une responsabilité qu'on doit assumer ensemble, celle de dessiner le chemin qu'on doit emprunter la Nouvelle-Calédonie pour s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. La mission du Forum arrivera en terrain très sensible parce qu'il y a eu des morts, des blessés et de nombreuses destructions, mais aussi parce que pour les indépendantistes kanaks, l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie peut être traitée au Forum, tandis que pour la France, elle est déjà traitée à l'ONU. L'ambassadrice pour le Pacifique a assuré ici à Tonga que sur aucun territoire, la France ne s'opposerait à l'autodétermination, mais que la Calédonie comme la Polynésie sont déjà décolonisées parce qu'elles sont largement autonomes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Dans un instant, nous vous donnons rendez-vous avec Chloé Ntao dans Ça vous parle, avec ses invités Alexandre Rodriguez, président de la Confédération des professionnels de l'immobilier,
et Lionel Wolff, président du comité local de la Fédération bancaire française. Ils parleront donc d'immobilier, un secteur également touché de plein fouet depuis la crise. Immobilier, de nouveaux défis pour un marché en berne, c'est à 18h30 dans Ça vous parle. Puis à 19h55, Denis Brognard vous raconte les aventures des survivants de Koh-Lanta. Nouvelle saison, l'île maudite. On vous souhaite une belle soirée sur notre antenne. Merci de nous suivre et je vous retrouve demain pour une nouvelle page d'actualité.